Voici 5 choses que vous ne savez pas sur TikTok. Il y a un certain nombre de plateformes comme Snapchat, Instagram, qui ne faisaient pas du tout de vidéos verticales avant quelques années. Et qui en fait se sont mis à ce modèle un peu par la force face au succès de TikTok, étant donné que la plateforme a commencé à amasser énormément d'utilisateurs, surtout à la sortie des confinements. Donc voilà, les différentes plateformes se sont rendues compte qu'il y avait un véritable attrait pour ce format-là, voir que le temps d'écran des utilisateurs, le temps d'attention était en train de se déporter vers ce modèle-là. Donc quelque part, c'est une manière d'essayer de les retenir sur leur plateforme en leur proposant, disons, sur ces applications-là, ce qu'elles vont chercher par ailleurs sur TikTok quand ces audiences-là se déportent. Ça peut être assez étonnant que les plateformes se copient à ce point, mais quelque part, toutes sont un petit peu dans cette volonté d'être une super application, c'est-à-dire celle où on va tout trouver. Faut se rappeler que Instagram n'a pas toujours eu les stories et que ça a été quelque chose de, par exemple, emprunté à Snapchat qui avait fait un petit peu le succès de cette application avec les posts éphémères. Maintenant, c'est extrêmement ancré dans les usages, les stories Instagram, mais à l'origine, c'est aussi une copie d'une fonctionnalité adverse. Donc, quelque part, il y a toujours cette même dynamique qui est d'essayer de retenir les utilisateurs sur l'application, et ce, même si c'est un petit peu souvent aux dépens de l'originalité. Et dans le cas de la vidéo courte, ça a été reproché par un certain nombre d'utilisateurs qu'Instagram se lance avec autant de vitesse en fait dans la vidéo courte. On se rappelle par exemple que Kylie Jenner avait fait justement une story pour dire à Instagram d'arrêter d'essayer de ressembler à TikTok parce qu'elle voulait garder cette disons, différence entre les applications. Instagram, un petit peu face à la bronca, a décidé de ralentir le développement de la vidéo, mais ça les empêche pas de développer cette fonctionnalité étant donné que voilà, la concurrence reste réelle avec TikTok aujourd'hui. Il faut savoir que c'est parfois difficile, en tout cas dans un premier temps, de changer les formats. On l'oublie un peu, mais pour reprendre l'exemple d'Instagram, Instagram pendant très longtemps, ça a été une application où il était seulement possible de poster des photos carrées. Et ensuite, un petit peu face justement à la demande de diversification, ils sont allés vers des choses un petit peu plus diverses, les carousels, les photos en différents formats. Et quelque part, le plein écran, bizarrement, ça n'a pas été directement la direction dans laquelle ils se sont tournés, mais ça allait de plus en plus aujourd'hui. Ils ont même essayé de mettre les photos en plein écran justement avant ce retour en arrière. Donc c'est un petit peu du test permanent en fonction de ce qu'ils perçoivent des intérêts des utilisateurs et de ce qui marche autour d'eux finalement. Je pense que quelque chose qu'on pourra observer et que TikTok essaye déjà par exemple de mettre en œuvre, ça va être un rallongement de la vidéo courte. C'est-à-dire qu'avant on était vraiment sur des formats moins d'une minute et on voit qu'aujourd'hui l'application essaye d'expérimenter des formats un petit peu plus longs pour aller concurrencer là, une autre application qui est YouTube où on est habitué à des formats plus allongés. Donc voilà, ce sera une évolution intéressante de voir dans quelle mesure on va passer de la vidéo courte et la vidéo courte mais un peu plus longue. Mindy, c'est une application de vidéos courtes qui s'enchaînent quand on swipe vers le haut, où on peut liker et faire du lip sync. C'est une plateforme qui a été créée par plusieurs jeunes Français en sortie d'études. Beaucoup d'éléments qui rappellent TikTok et c'est pas un hasard étant donné que c'est la plateforme qui a inspiré Musical.ly, qui ensuite a été rachetée pour devenir TikTok, donc la plateforme qu'on connaît aujourd'hui. C'est assez compliqué dans la tech de préserver une idée sans qu'elle soit copiée ça et là. Ce que souvent les entrepreneurs décrivent et ce que décrivaient en l'occurrence les fondateurs de Mindy, c'est une difficulté par exemple à avoir des financements, à pouvoir avoir des investisseurs qui sont motivés même si l'entreprise dans un premier temps ne va pas gagner d'argent comme c'est souvent le cas pour les applications sociales. Donc ils ont tenté de se développer aux États-Unis mais ça a été malheureusement compliqué pour eux. Mindy, c'est un des exemples. Il y avait beaucoup d'essais à cette époque-là autour de la vidéo courte. On se rappelle notamment de Vine par exemple, donc une plateforme de vidéo de 7 secondes. Et aujourd'hui, ce système un petit peu de réplication, on l'observe encore étant donné qu'on voit qu'Instagram, Snapchat, Facebook essayent aussi de se mettre à la vidéo courte en s'inspirant énormément du modèle TikTok. Donc quelque part, quand quelque chose fonctionne, il est pas rare que la fonctionnalité soit copiée par des concurrents. Le speed up, c'est des musiques qui sont accélérées, donc on sent que ça modifie aussi le son, c'est-à-dire que ça va aller plus dans les aigus pour les voix, etc. Et ce
c'est quelque chose qui est assez prisé sur TikTok, étant donné que ça reste une plateforme de vidéos courtes où on aime bien mettre en fond sonore une musique rythmée, et le speed up finalement ça permet de donner un petit peu plus de punch et d'attirer assez immédiatement l'attention de la personne qui écoute. Et aujourd'hui cette pratique elle est un petit peu en train d'influencer le milieu de la musique, et certains musiciens, certains chanteurs qui ont fait des morceaux devenus viraux sur TikTok en viennent à poster leurs vidéos, leur musique sur par exemple Spotify et Deezer et autres plateformes d'écoute en différentes versions, l'original, la speed up et la ralentie, pour que l'utilisateur un petit peu puisse choisir la version qu'il préfère. Donc aujourd'hui c'est une tendance qui est en train de créer des musiques à plusieurs vitesses en l'état. On retient pour une trend, une tendance sur TikTok, un petit morceau d'une chanson. Ça permet à la fois, si on voit le côté positif, à des utilisateurs d'apprendre un petit peu et de connaître le musicien, mais de l'autre, parfois ils ne connaissent que justement ce court extrait, et ça peut donner des situations assez cocasses, assez particulières. Donc aujourd'hui, ouais, le monde de la musique est un peu en train d'essayer de trouver le bon équilibre avec cette plateforme qui à la fois peut être un espace de viralité assez exceptionnel, mais à la fois change un petit peu la manière dont on consomme de la musique et découpe les morceaux en petits morceaux, encore une fois. Je dirais que tout doit aller un petit peu plus vite, voire beaucoup plus vite, à cause justement de ce format, de la vidéo courte, mais aussi du fonctionnement de TikTok, où si vraiment on n'est pas accroché dès les premières secondes d'une vidéo, on zappe, et il n'y a pas vraiment de raison de rester plus longtemps si la vidéo n'a pas saisi l'attention directement. Dans cette course à l'attention, aller plus vite, ça permet de faire passer davantage de choses, d'éléments dès les premières secondes. Quelque part, c'est une manière d'essayer de courir après cette attention qui est sans cesse fuyante sur les plateformes. Les utilisateurs ont tendance à essayer de contourner la modération de l'algorithme. On en arrive à des fois des déformations assez poussées des mots qui peuvent paraître étranges quand on n'est pas un habitué de la plateforme, mais qui sont en fait ce qu'on appelle à l'initiative d'une journaliste du Washington Post, l'algospeak, c'est-à-dire cette manière dont le langage est modulé pour plaire aux algorithmes. En particulier quand il parle de sujets sensibles, par exemple pour parler du viol, en français, certains mettent juste un emoji violet parce qu'ils se disent que de cette manière-là, l'algorithme ne va pas saisir que c'est un sujet sensible, voire qui peut heurter, et de cette manière vont permettre d'esquiver ça. Et on en arrive à disons, une déformation du langage assez poussée en fonction de ce que les utilisateurs perçoivent de la modération de l'algorithme, étant donné que les règles ne sont pas écrites dans le marbre, où on sait que tel mot est proscrit, tel mot est proscrit. Ce que les utilisateurs essayent surtout de faire, c'est de passer à travers les mailles de la détection automatique de TikTok, qui en fait scanne les vidéos de manière artificielle pour saisir si certaines vidéos doivent aller vers une modération plus poussée, voire être shadow bannées, comme on appelle, c'est-à-dire pas proposées sur le fil pour toi, qui est le fil principal de suggestion sur TikTok. C'est un petit peu ce jeu-là que les utilisateurs sont amenés à jouer pour parvenir à faire passer des messages et à parler de sujets parfois sensibles qui sont finalement assez récurrents sur la plateforme, vu que c'est un lieu d'expression de la jeunesse aujourd'hui. Donc il y a cette volonté de la plateforme de modérer quand elle estime que des sujets sont sensibles, mais à la fois un certain nombre d'acteurs qui veulent parler sérieusement de ces sujets sensibles, que ce soit en ce qui concerne l'histoire, l'éducation sexuelle par exemple, pour prendre deux sujets un petit peu récurrents. C'est plus difficile. Certains groupes d'information ou professionnels de santé aujourd'hui sont obligés de se plier à cette forme d'algospeak pour parvenir à sensibiliser et à faire de la pédagogie sur des sujets qui sont assez essentiels quelque part. TikTok, c'est une entreprise différente des autres géants de la tech qu'on a connus jusqu'ici dans les réseaux sociaux, parce que c'est une entreprise dont le siège principal est à Pékin, alors que les plateformes qu'on utilisait auparavant et qu'on utilise toujours aujourd'hui viennent principalement des États-Unis. Donc quelque part, c'est une entreprise internationale comme toutes les autres plateformes, Meta, derrière Facebook et Instagram par exemple. Mais voilà, un centre décisionnaire est basé en Chine. Ça pose aujourd'hui aux autorités un certain nombre de questions sur les relations de ByteDance, donc la maison mère de TikTok, avec le gouvernement chinois. Dans quelle mesure elle est indépendante de ce pouvoir-là, dans quelle mesure sa relation avec le Parti communiste chinois peut influencer TikTok, son développement à l'international et ce que l'application propose aux utilisateurs. Aujourd'hui, une des questions qui se pose avec justement l'origine chinoise de TikTok, c'est les relations qu'entretiennent les autres sièges de l'entreprise ailleurs dans le monde. Donc notamment, ils ont un siège en Irlande pour ce qui concerne l'Europe, ils en ont aux États-Unis, ils en ont à Singapour, avec donc celui de Pékin. Et ce qu'ont décrit les salariés, c'est déjà des échanges très réguliers avec l'ensemble de ces sièges et notamment avec les salariés qui sont basés à Pékin. Et ça a un impact assez important sur la culture du travail
au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des horaires assez allongés étant donné qu'il faut être en échange un petit peu permanent avec les 4 coins du globe, avec des fuseaux horaires totalement différents, une culture du travail assez intense qui est courante dans la tech chinoise et donc qui s'exporte un peu par le biais de TikTok. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui a la réputation d'être un lieu où on travaille beaucoup et avec un certain turnover aussi. Il y a un élément assez révélateur de cette culture du travail dans la tech chinoise, c'est le principe du 9-9-6. C'est réputé comme étant les horaires un petit peu standards pour ces salariés-là, c'est travailler de 9h à 9h tous les jours, 6 jours par semaine. C'est un petit peu le rythme en tout cas qui fait école dans la tech chinoise et qui a tendance, même si c'est pas imposé chez TikTok, à de fait parfois s'imposer aux salariés. TikTok est considéré comme assez équivalent aux autres applications en termes de ce qu'elle capte, ce qu'elle demande, l'accès par exemple au micro, au contact, à la caméra. Donc voilà, ça c'est des éléments que TikTok demande comme beaucoup d'applications. La question qui se pose aujourd'hui pour un certain nombre d'autorités, c'est une fois qu'elles sont captées, que deviennent ces données? Est-ce que, par exemple, elles sont transférées en Chine? Et ça, c'est un point d'inquiétude assez fondamental dans les débats aujourd'hui. L'entreprise avait admis donc, que ses salariés basés à Pékin pouvaient avoir accès occasionnellement aux données d'utilisateurs occidentaux. Aujourd'hui, ils n'ont pas, disons, attesté qu'il y aurait eu des transferts massifs de données justement vers la Chine et on a assez peu disons, d'éléments sur combien de cas ça concerne dans les faits. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette origine chinoise rend TikTok plus dangereux que les autres applications qu'on a au quotidien? Les États-Unis ont tendance à dire que oui, il y a une énorme pression sur TikTok outre-Atlantique en ce moment avec des tentatives ou des menaces de bannir l'application pour la population en général. En France, les autorités ont adopté une position un petit peu plus médiane en ce qui concerne TikTok, c'est-à-dire que le gouvernement a pris la décision d'interdire sur les téléphones professionnels des fonctionnaires de l'État TikTok, mais aussi toutes les applications dites très créatives. Donc là-dedans, on peut mettre Facebook, Instagram, il cite également Candy Crush et Netflix. Donc voilà, en France, on préfère mettre un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité, mais en tout cas, il y a une pression dans le monde occidental aujourd'hui qui est beaucoup plus forte sur TikTok que sur les autres entreprises de la tech.